La parole est maintenant à Madame Magda Tomasini. Je pense que c'est le vert. Non, c'est le rouge. C'est le noir. C'est bien, je suis daltonien. J'aurais pas pu vous dire. Merci beaucoup. Alors peut-être en quelques mots d'introduction, je vais peut-être présenter ce qu'est l'Institut national d'études démographiques. L'Institut national d'études démographiques, c'est... oui, là vous m'entendez mieux ? Donc, je vais me pencher un petit peu plus, ce qui va pas être très pratique. Donc, l'Institut national d'études démographiques a été créé en 1945 et il dispose du statut d'établissement public à caractère scientifique et technologique seulement depuis 1986. C'est le plus petit des EPST aux côtés de l'INSERM ou du CNRS. Et donc, comme son nom l'indique, il traite des questions démographiques, mais plus largement des questions des études, de ce qu'on appelle les études de population. Alors, dans le décret de 1986, l'INED a une mission d'appui et d'expertise aux politiques publiques telle qu'explicitée. Donc, il tient le gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre en particulier aux défis sociétaux et éducatif dans son champ d'activité. Alors toutefois, l'INED donc en tant qu'institut de recherche, qu'organisme de recherche, doit assurer l'indépendance des chercheurs. Et les chercheurs sont libres, sont indépendants dans leur objet de recherche, dans les méthodes qu'ils mettent en œuvre et dans les questions qu'ils vont chercher à évaluer. Donc ça peut paraître surprenant, mais on va voir en quoi c'est une richesse pour compléter tout l'arsenal qui peut exister par ailleurs pour évaluer les politiques publiques. Alors, les relations de l'INED avec les politiques publiques peuvent prendre plusieurs formes. La construction, puisque un des grands savoir-faire de l'INED, c'est de réaliser des grandes enquêtes en population générale. Alors, l'INED peut construire des corpus de données qui mettent en évidence des mécanismes ou en évidence des éléments prospectifs qui peuvent conduire à des recommandations en termes de politique publique. Il construit aussi des corpus qui, en plus d'apporter ces éléments de connaissance, permettent d'évaluer des dispositifs. Et il réalise aussi des évaluations de politique publique qui touchent aux questions démographiques et sociales à proprement parler. Et pour accompagner ces travaux, il y a une activité aussi des chercheurs qui est de la valorisation, en participant à des missions d'expertise, en étant membre de hauts conseils ou en participant aux auditions parlementaires au moment de l'élaboration des politiques publiques. Alors, donc, ce que je vous dis, c'est que le savoir-faire de l'INED porte sur des grandes enquêtes. Ce sont souvent des enquêtes pionnières qui vont après pouvoir être généralisées par la statistique publique. Et ces enquêtes vont traiter de sujets sensibles relatifs à la société, donc les questions de violence, les questions relatives à l'enfance protégée, des questions sur l'intégration. Et elles vont traiter à la fois des populations donc à la marge entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas visibles si on fait un échantillon aléatoire simple, on n'en aura pas assez dans notre enquête, donc il faut vraiment mettre un zoom sur certaines populations. Et elles traitent aussi d'événements dont les prévalences sont faibles. Et donc d'événements douloureux. Donc elle nécessite des protocoles adaptés pour nouer une relation de confiance avec l'enquêté qui va se livrer sur des sujets très personnels. Et quelque part, c'est un pacte qui va se nouer, un pacte de confiance qui va se nouer entre la recherche et le citoyen qui va prendre part aux enquêtes. Donc l'objet premier de ces enquêtes, c'est donc de mesurer des phénomènes et de mettre en évidence des mécanismes à l'œuvre afin de produire des recommandations de politique publique. Donc je vais citer l'exemple de l'enquête Virage, violence et rapports de genre. C'est une enquête qui a été collectée en 2015 et qui a également, en 2015 en métropole et en 2018 dans 3 départements d'outre-mer. Et elle permet de dresser un état des lieux documenté des violences dans différents espaces de vie, espaces publics, les études, le monde du travail ou l'environnement familial. Elle a donc été mobilisée notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes portée par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, et Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Donc, à ce stade, elle a permis de documenter, de mettre en évidence des phénomènes et de produire des recommandations pour les politiques publiques. Mais certaines de nos enquêtes comportent, en plus de cette dimension, des questions qui visent à apprécier des effets de politiques publiques ou qui sont conçues de telle façon qu'elles sont adaptées à l'évaluation d'une politique publique. C'est le cas d'une cohorte que nous réalisons avec l'INSERM, c'est la cohorte ELF. Alors, elle est longitudinale, ce qui lui donne des bonnes propriétés pour réaliser des évaluations. Et son intérêt, c'est qu'elle met différentes dimensions ensemble. Donc, elle s'occupe. Alors, c'est une cohorte qui collecte des informations sur des enfants qui sont nés en 2011 et qui va les suivre, on l'espère, jusqu'à l'âge adulte. C'est la première cohorte en France qui permet cela. À titre de comparaison, les Anglais ont ce type de cohorte depuis les années 50. Et elle met en relation des dimensions sociodémographiques, l'environnement familial, les diplômes des parents, les revenus des parents, le logement dans lequel vit l'enfant, des dimensions sanitaires avec des prélèvements, des mesures pour le développement de l'enfant, et des dimensions environnementales comme l'exposition à certains produits type perturbateurs endocriniens. Et toutes ces dimensions peuvent être analysées individuellement, conjointement. Et leur intérêt, c'est que, alors qu'on attend certains effets d'une politique publique au moment où elle a été mise en place, cette approche pluridisciplinaire permet de mettre en évidence des effets qui n'ont pas été anticipés au moment de la mise en place de la politique publique ou qui peuvent conforter par des aspects complémentaires la politique publique. Si je prends l'exemple de l'accueil du jeune enfant, initialement, les crèches, c'était pour faciliter la conciliation vie familiale, vie professionnelle des femmes, essentiellement. Mais on a pu observer avec ELF que l'accueil du jeune enfant en crèche permettait de développer davantage les compétences langagières des enfants des milieux défavorisés et que donc la crèche peut, en termes d'impact, a aussi un rôle sur la réduction des inégalités bien avant les 3 ans des enfants et donc d'atténuer les inégalités d'acquisition de compétences langagières qui touchent les enfants dès le plus jeune âge en raison des origines sociales différentes. Alors, juste en comparaison, il n'y a pas d'effet de la crèche sur les compétences motrices, c'est-à-dire que la motricité, et il n'y a pas d'ailleurs d'écart social sur le développement moteur des enfants dans le plus jeune âge. Donc, mais ça donne, lorsque j'avais présenté ces résultats à Olivier Noblecourt, il était très content puisque c'est un de ces thèmes importants dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, de permettre l'accès en crèche aux enfants des familles défavorisées. Sur les aspects sanitaires, alors il faut aussi qu'on se donne le temps, alors on parlait du temps, je reviendrai là-dessus, mais il faut aussi donner le temps de laisser grandir ces enfants et de voir les effets sur le long terme de ces politiques, et notamment sur les aspects sanitaires. Je pense que l'exposition à certains perturbateurs, etc., on les verra aussi dans le temps. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne se limite pas à l'impact à la mesure de l'impact de la politique publique en regardant les objectifs qu'on s'était donnés au départ, mais on regarde des effets, je dirais, collatéraux qu'on n'avait pas nécessairement anticipés. Donc c'est un petit peu la liberté du chercheur, on va dire, qui va aller regarder ailleurs que là où on lui dit d'aller regarder, qui fait qu'on va pouvoir documenter d'autres aspects. Voilà. Donc l'intérêt. Je vais conclure sur cette partie-là. Donc, le dispositif longitudinal permet de déployer aussi des méthodes économétriques d'évaluation telles qu'elles ont été présentées par Antoine Bozio. Et donc l'impact, la dimension pluridisciplinaire. Je vais peut-être vous donner un second exemple d'impact
qui a été mesuré avec ELF, c'est l'impact du congé paternité. Donc le congé paternité a été mis en place en 2002. Il est aujourd'hui pris par 7 pères sur 10. Donc on a utilisé pour évaluer ça, des chercheurs de l'INED ont cherché à mesurer l'effet du congé paternité sur la répartition des tâches entre les parents. Donc ils ont utilisé une méthode d'évaluation qui utilise le timing de l'enquête en comparant les pères ayant pris le congé à ceux ayant l'intention de le faire. Et leurs travaux montrent que les pères s'investissent, ceux qui ont pris que l'effet du congé paternité conduit à ce que les pères s'investissent davantage dans les activités parentales, mais surtout pour le premier enfant. Voilà, donc c'est peut-être la dimension nouveauté qui fait que cet investissement se note surtout sur le premier enfant. Donc, outre les données produites par l'INED, les chercheurs mobilisent des sources variées à des fins d'évaluation de politique publique. Antoine Beauzion en a parlé. On vit une formidable ouverture des données pour la recherche. Alors, de multiples enquêtes de la statistique publique sont utilisées. La participation des chercheurs au groupe de conception de ces enquêtes est très importante puisqu'elle permet d'introduire des questions qui permettront d'ouvrir des sujets d'évaluation. Par exemple, je peux citer le panel de la DEP, dans lequel des chercheurs de l'INED ont proposé des variables qui décrivent mieux les configurations familiales et qui ont permis de documenter l'impact, l'effet de la résidence alternée sur la réussite scolaire des enfants, puisque les résultats montraient que, sans aucun contrôle, donc les enfants qui étaient gardés en résidence alternée avaient de meilleurs résultats que ceux qui étaient en garde exclusive. Et en utilisant des variables de contrôle, en fait, on s'est rendu compte que les résultats scolaires étaient les mêmes, qu'ils soient gardés en résidence alternée ou avec une garde exclusive des parents. Donc l'écart provenant du fait que le recours à la résidence alternée est davantage le fait de milieux favorisés que sur l'ensemble de la population. Donc je reviens sur la question de l'accès aux données administratives également, qui s'est vu faciliter ces dernières années, qui s'inscrit dans un mouvement international, Antoine Beauzion l'a dit. Et le fait que la recherche s'est dotée d'une plateforme délocalisée, le centre d'accès sécurisé aux données, qui permet donc d'apparier, de faire des rapprochements entre les différentes données administratives et donc de les enrichir mutuellement sur différents aspects, comme notamment l'appariement des données fiscales avec l'échantillon démographique permanent. Donc ça va me permettre de mettre un petit bémol sur la réserve d'Antoine Beauzion sur le fait qu'on ne fait pas le lien entre le diplôme et le salaire. On devrait pouvoir le faire à un moment donné, parce qu'en fait, en appariant l'échantillon démographique permanent, on a des variables du recensement pour 1/5 de l'échantillon, qui va au fur et à mesure se compléter. Et à parier avec les données annuelles de données sociales, déclaration annuelle de données sociales, on va pouvoir, en étant très patient, c'est vrai, faire le lien entre le diplôme et le salaire et la carrière, puisque la carrière, on l'aura de façon complète très facilement. Alors, le rôle des chercheurs est important. Donc, on a une ANR, il y a un chercheur de l'INED qui a obtenu une ANR sur l'utilisation de l'EDP à parier avec la source fiscale. Et là, il y a vraiment un rôle important pour la communauté, à la fois des chercheurs et la communauté de l'évaluation de la statistique publique, c'est de documenter l'utilisation de ces bases de données qui sont extrêmement riches, mais afin que chacun ne réinvente pas, ne refasse pas ses imputations tout seul. Et donc il y a vraiment un enjeu aussi de partage, non pas seulement des méthodes, pas seulement des données, mais également des méthodes pour que la communauté des chercheurs puisse s'en emparer. Donc je ne reviens pas sur les méthodes, l'utilisation de techniques économétriques que Antoine Beauzion a parfaitement expliqué, avec beaucoup de pédagogie. Juste revenir sur le fait qu'on peut utiliser les effets de seuil dans l'implémentation d'une politique publique, un seuil géographique, seuil temporel, et puis qu'on peut aussi réaliser des micro-simulations ex ante avec celles notamment qui servent pour
la réforme des retraites, puisqu'on ne peut pas faire d'expérimentation sur une question comme la retraite. On est obligé de réaliser des évaluations ex ante à partir de modèles de microsimulation. Alors, pour finir, enquête ou données administratives. Donc, je dirais la combinaison des deux. Les données administratives sont précises sur les variables qu'elles offrent, mais elles sont endogènes aux politiques publiques, c'est-à-dire qu'elles subissent des effets de champ. Dès qu'une population est exclue du bénéfice d'une politique publique, elle disparaît du fichier des bénéficiaires et on est aveugle. Et par ailleurs, comme j'espère vous l'avoir montré plus haut, certains effets inattendus se produisent et ne peuvent être mesurés par des données administratives. Donc si on se contente par exemple, pour revenir sur l'exemple de la DEP, si on se contente du chaînage des données scolarité du ministère de l'Éducation nationale, on ne dispose pas de la configuration familiale et on ne peut pas évaluer l'effet de la résidence alternée sur la réussite scolaire des enfants. Donc c'est vraiment l'enrichissement des données administratives avec de données d'enquête qui permet d'avoir un spectre large pour évaluer les politiques publiques. Et puis, les limites de l'évaluation, donc Antoine Bouzio les a déjà mentionnées. Il faut prévoir l'évaluation dans la loi. Il faut prévoir un recueil d'informations adapté à l'évaluation. Je pense à la loi bioéthique qui a été discutée. Il y avait des opportunités pour placer des grands dispositifs. Je pense par exemple à la PMA, puisque actuellement le recours à la PMA des couples de même sexe ou des femmes seules se fait à l'étranger. Il y a des moyens de faire des enquêtes à l'étranger et de mesurer l'impact sur ces populations et sur les comportements de recours à la PMA qui sont liés à la bioéthique. Et je crois qu'on n'est pas prêt, malheureusement. Ce serait bien de le mettre en place. Sur les données administratives, on a eu beaucoup d'ouverture, c'est formidable, mais il y a quand même des lacunes dans le suivi des politiques publiques décentralisées, parce que chaque département, si on prend par exemple la politique pour le vieillissement, donc les prestations décentralisées. Donc chaque département dispose de son logiciel de gestion. Tout n'est pas interopérable, toutes les informations ne sont pas remontées de la même façon. Il est très difficile de conduire des évaluations sur ces politiques publiques décentralisées. Autre limite, l'évaluation coûte cher. Une enquête comme Virage est très chère parce qu'elle a nécessité d'interroger un grand nombre de personnes pour mesurer des prévalences inférieures à 10% et analyser les mécanismes. Sur le sujet du vieillissement, qui fait intervenir plusieurs sources de financement avec des mécanismes différents, je citerai l'enquête CARE de l'adresse, qui a nécessité d'interroger des personnes. Alors déjà, d'assurer une bonne représentation des différentes catégories de personnes en situation de perte d'autonomie, de les interroger à domicile, en établissement, d'interroger leurs aidants familiaux, d'apparier l'ensemble de ces données, de cette enquête avec les données administratives, les données fiscales, puisque il y a une part de la fiscalité qui joue dans la politique du vieillissement, il y a une part des prestations familiales avec l'aide au logement, et puis il y a aussi l'allocation, l'APA des départements. Donc beaucoup d'intervenants sur une même politique et au total un dispositif coûteux, long à mettre en place, mais extrêmement riche au total. Donc ça coûte cher et ça prend du temps. Alors les initiatives des chercheurs pour éclairer l'action publique se heurtent aussi parfois à des sujets sensibles, comme les questions de l'immigration. Hippolyte Dalbis, par exemple, a parfaitement documenté l'impact positif sur l'économie de la migration, mais force est de constater que ces éléments ne sont pas repris dans le traitement politique de la question migratoire. Mais les acteurs publics ont tout intérêt à s'appuyer sur la recherche pour orienter leur action publique. La recherche, c'est la transparence des méthodes, le respect des questions d'éthique et déontologiques, et une qualité scientifique par une évaluation des pairs des travaux conduits.
Alors, il est vrai, Antoine Bozieux l'a dit, qu'une des principales difficultés, c'est la question du temps long de la recherche, qui n'est pas toujours compatible avec l'urgence de mettre en place une politique publique. Mais cette question de la temporalité est souvent, peut-être parfois, un mauvais argument, parce que l'expertise peut être mobilisée de diverses façons, notamment par des contributions via des auditions, des notes de synthèse sur des travaux déjà existants, parce qu'on dispose d'un corpus et la recherche a documenté souvent en avance des questions qui arrivent ensuite sur le débat public.